Bonjour chez vous, madame, monsieur. Je suis très contente de vous retrouver encore ce matin pour un nouveau numéro de votre émission Buzz Matin. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre la température de la route, nous allons prendre l'emploi, les saviez-vous, découvertes, tension du marché, après quoi, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Mais avant cela, voici une petite citation qui, j'espère, va énormément nous motiver ce matin. Elle s'affiche tout de suite. La citation dit ceci: chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. Chaque réussite commence avec la volonté d'essayer. En tout cas, cette citation nous fait directement comprendre que, au fait, chaque réussite, chaque victoire qu'on a dans la vie ne commence pas le jour où on a ce trophée-là, ne commence pas. On ne gagne pas le jour où on nous dessert un trophée, une médaille. On gagne le jour même où on a eu la volonté, on a eu la détermination de réussir. Au fait, plusieurs tentent des choses, plusieurs n'arrivent jamais à réaliser leurs rêves les plus fous, tout simplement parce que ils restent sur leur lit en train de rêver justement. Il faudrait quitter cette étape de rêvasser afin de poser des actions, d'essayer. Et pour essayer, ça commence avec la volonté. Dès qu'on a la volonté, dès qu'on a cette rage de vaincre, dès qu'on se dit je vais essayer, je vais faire mieux cette fois-ci, je vais réessayer encore. Ça sera peut-être pas évident, mais je ferai de mon mieux. Cette détermination, cette envie de vaincre et de réussir, c'est par là que commence la réussite. C'est par là qu'on se rapproche un peu plus chaque jour des grands rêves et même des rêves les plus fous de sa vie. Tu veux réussir? Tu veux atteindre cet objectif-là? Tu veux saisir cette opportunité-là? Est-ce que tu as la volonté nécessaire? Est-ce que tu es armé des bonnes volontés justement pour y arriver? Est-ce que tu as ces bonnes motivations qui comme te poussent à te lever chaque matin et à tenter de nouveau? Si tu n'as pas tout ça, ben je suis désolée, tu pourras pas réussir. Mais c'est pas encore tard, hein. Tu peux toujours te réveiller, te secouer et te dire, ce matin, je veux m'armer de bonne volonté. Ce matin, je suis motivée comme jamais pour essayer et faire de mon mieux. C'est déjà ça. Faire de son mieux, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer en douceur quand même, hein, avec les informations de la route. Tout de suite. Alors aujourd'hui dans l'Inforoute, nous sommes arrêtés sur une situation qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la ville de Kinshasa. Donc il s'agit de la hausse du prix de transport. Suivez cet élément puis retrouvons-nous tout juste après. Transport à 1000 fois, esprit de vie à l'État. La mouille bien à remis en 1500. Alors, c'est en numéro 513. À la mouille carburant, ça bien. Transport automatique, les bêtes, 1500. Esprit de vie fait à l'État. Mais vous avez vu ça, ma petite transport à Italie. Italie qui a moro, puis c'est ça. Marambo, pour qui est bien. Parce que on va petit. Ils sont dans la 1000 fois de Tigali.
Alors, vous avez suivi ces images amateurs hein, qui nous aide à comprendre un peu mieux ou est en train de décrier un peu la situation qui se vit actuellement à Kinshasa. Donc, c'est compliqué, hein, tous les jours de voir les prix du transport grimper encore et encore et sans que ça n'inquiète qui que ce soit et sans que qui que ce soit intervienne. C'est quand même très compliqué. On sait même plus se dire, je vais sortir avec autant d'argent et je suis sûre que cette somme-là va assurer autant mon départ que mon retour à la maison. Donc, c'est vraiment très compliqué, c'est complexe. Donc, nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur la question parce que c'est vraiment plus possible. C'est vraiment plus possible. Et le pire même, c'est de se rendre compte qu'il y a comme ça des tronçons qui ne sont même pas très longs, mais quand même, on se rend compte que quand tu regardes le prix et tu regardes le tronçon, tu te demandes finalement qu'est-ce qui se passe. Au bout d'un moment, on avait compris, nous étions un peu résilients quand on savait qu'il y avait un problème de pénurie de carburant. Ce n'est plus le cas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce problème perdure et que, voilà, on va dire, c'est un avantage des chauffeurs. Et en même temps, la population est en train de souffrir. Donc, nous demandons vraiment aux autorités du pays de se pencher sur la question. C'est plus possible. Il est grand temps de trouver une solution parce que là, vraiment, c'est compliqué. Alors, vous êtes à la recherche d'une source de revenus. Vous avez besoin de trouver de quoi subvenir à vos besoins ou aux besoins de votre famille. En place, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre l'emploi avec Madame Esther Bompoko. Bonjour Madame Esther. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, vous. Très très bien, merci. Avec vous, augmentation des emplois ou... Bon, ce qui est sûr que chaque licencié ou un gradué qui nous suit depuis la maison ou le bureau, qui n'a pas un emploi ou il veut changer d'environnement, a une chance d'obtenir un autre emploi ici. Ok, nous vous écoutons. Alors, mesdames et messieurs, vous avez un diplôme en agronomie ou enseignement professionnel agricole, suivez cette offre d'emploi. Alors, comme expert agronome, vous allez assister le responsable du pilier alimentation et agriculture dans la mise en place de la stratégie du pilier, le montage, le déploiement des interventions du pilier spécifiquement dans les aspects liés à la formation des bénéficiaires sur les bonnes pratiques agricoles. Alors, si vous répondez aux critères, envoyez votre candidature moyennant un CV, une lettre de motivation, 3 personnes de référence que EQTube BCDC pourra contacter. Je vous souhaite une très bonne chance. Merci beaucoup, Madame Esther Bompoko. Merci. Alors voilà, hein, je vous
je vous encourage à saisir l'opportunité qui s'offre à vous, qui sait jusqu'où cela va vous emmener. Donc, n'hésitez surtout pas après de nous donner un feedback. Ça nous fera énormément plaisir de vous lire. Alors, pour découvrir, il faut un certain nombre de choses, notamment la curiosité, la patience. On va dire, il faut être ingénieux, il faut être intelligent, faut vraiment scruter l'information et être à sa quête. Et Mariama aujourd'hui a fait cet exercice-là pour nous, tout de suite dans Découverte. Qui, quoi, quand, pourquoi, comment, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec Mariama Ba. Bonjour Maria. Comment tu vas? Versace. Oh. Alors aujourd'hui dans Découverte. Alors ce matin on parle de Jessica Inaba. Jessica Inaba, nous écoutons. Alors voilà, souvent quand on parle de ceux qui vivent avec handicap, on se dit que ce sont des personnes à mettre de côté. Mais Jessica Inaba, cette Congolaise de 23 ans, aveugle, a mis son handicap de côté pour devenir avocate. Regardez. Jessica Inaba, une jeune femme de 23 ans, est entrée dans l'histoire en devenant la première avocate noire et aveugle du Royaume-Uni. Née avec un problème oculaire appelé microphthalmie bilatérale, qui s'est traduit par des yeux plus petits que la normale, elle a décroché un diplôme de licence, accéléré en droit en 2017, et un master 2 ans plus tard, parallèlement à une formation professionnelle. Jessica a fait toutes ses études de droit en braille à l'université de droit de Londres, Bloomsbury, et a attribué son succès à ses amis et à sa famille. Après avoir été admise au barreau, Jessica dit qu'elle enfile à présent sa blouse et sa perruque avec fierté après avoir travaillé si dur pour les gagner. L'avocate prévoit maintenant de faire une demande de stage en janvier, un système qui permet aux avocats nouvellement qualifiés d'être placés dans un cabinet pour la première fois. Actuellement, Jessica utilise une minuscule machine électronique avec un clavier en braille qui comporte une touche pour chaque point et un petit écran où apparaissent les symboles. Alors, vous avez là suivi son histoire, juste pour dire que vous avez un handicap, ne baissez pas le bras et vous ne savez pas ce que la vie peut vous offrir. Peut-être vous avez un problème de cécité, peut-être vous ne marchez pas, mais vous avez d'autres sens, quand même on en a 5. Donc peut-être vous pouvez écrire, peut-être vous pouvez entendre, peut-être vous pouvez chanter. Donc ne mettez pas votre handicap devant pour vous discriminer vous-même. Pas en réalité une barrière, Maria. Non, n'est pas une raison pour laquelle on peut se dire parce que je suis handicapée, peut-être parce que je marche pas, peut-être parce que j'ai un handicap, je peux pas faire tel ou tel métier. Elle a prouvé, bon, peut-être après on se dit bon, c'est quand même compliqué parce que être aveugle puis avocate, c'est compliqué parce que déjà la vue, c'est la première chose, c'est le premier élément qui est vraiment, je dirais, c'est l'élément principal pour un avocat. Mais elle n'a pas Dieu, mais bon, sûrement elle a peut-être d'autres sens qu'elle a pu développer, peut-être sentir d'autres choses. Mais bon, peut-être on peut se dire, dans un local où peut-être il y a eu un meurtre, il y a peut-être, les policiers peuvent passer et tout, mais les avocats vraiment ont ce sens de scruter, de passer aux peines fins, ces genres de choses. Mais bon, elle se dit, peu importe son handicap, au mois de janvier, elle songe intégrer un cabinet pour commencer son stage et puis aller au-delà. Merci beaucoup. Je t'en prie, Esther. Alors voici un modèle, quand même un modèle de réussite, quelqu'un qui a osé tenter sa chance, quelqu'un qui a osé réaliser son rêve, peu importe les barrières, peu importe les réalités et même des barrières qu'on va dire inconcevables. On se dit que tu es aveugle, comment tu fais, mais qui a quand même osé. Et maintenant la question que je nous pose aujourd'hui, on se dit être des personnes valides, ok? Qu'est-ce qu'on a réalisé jusque-là?
Quelles sont les barrières contre lesquelles nous avons continué d'avancer? Quelles sont ces réalités, au fait, ou ces choses, hein, les hommes parlent toujours, hein, ils nous disent, tu n'y arriveras pas, tu ne pourras pas. On se dit valide, on se dit à même de réaliser certaines choses et même voir des grandes choses. Mais est-ce qu'on essaie? Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on fait de son mieux? Est-ce qu'on va à l'encontre de tout ce que les autres disent? Voici un modèle. Tâchons de nous inspirer un peu, hein, de son parcours. Quel est votre seuil de connaissance sur les mots français, couramment employés ou non? Les saviez-vous? C'est tout de suite. Alors, de retour sur ce plateau pour savoir un tout petit peu mieux sur un mot avec Jacques Néné. Bonjour Jacques. Bonjour Esther. Comment tu vas? Très bien, belle chemise. Merci beaucoup, merci pareillement. Merci. Alors aujourd'hui dans les saviez-vous? Aujourd'hui dans les saviez-vous, nous allons parler d'une forme de tapis, mais un tapis plutôt qu'on met à l'entrée d'un appartement. Voilà. Nous écoutons. Bonjour chers téléspectateurs. Bienvenue, nous sommes très heureux de se retrouver encore ce matin. Aujourd'hui, sans plus tarder, dans Le Saviez-vous, nous parlons de paillasson comme mot du jour. Suivez ces images. Eh bien voilà, la plupart d'entre nous l'appellent tapis. Alors, c'est une natte de paille, un tapis en fibre végétale que l'on met à l'entrée d'un appartement pour permettre de s'essuyer le pied. Voilà. Merci beaucoup Jacques Néné. Je t'en prie. En paillasson. Paillasson. Yeah. En paillasson, ça sonne bien. Paillasson. À fibre végétale, tu as dit? En fibre végétale, un tapis en fibre végétale que l'on met à l'entrée d'un appartement pour permettre à s'essuyer les pieds. Merci beaucoup. Très vite, chers téléspectateurs. Tu arrives dans la maison de quelqu'un, tu trouves paillasson. Essuie les pieds. Hein? Faut pas entrer juste comme ça. Ça arrive, hein? Oui, tu vois vraiment, il y a un paillasson devant, mais quelqu'un qui entre sans pour autant prendre le temps, hein, de suer ses pieds. Et puis on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le paillasson nous sert d'essuyer les pieds. Ce n'est pas pour arriver devant un appartement et puis enlever les chaussures. Non, le paillasson permet d'essuyer les pieds, pas d'enlever les chaussures. Paillasson. Ok, merci beaucoup Jacques. C'est pas simplement un élément décoratif, hein. Ça a un but. Alors il faudrait essuyer les pieds dès que vous arrivez devant une maison ou devant une porte où il y a un paillasson, s'il vous plaît. Prêtez-vous au jeu, essuyez vos pieds pour ne pas salir la maison, hein. Il y a quelqu'un qui a nettoyé, ok? Merci beaucoup. Alors, beaucoup de choses sont prises en compte dans la fixation du prix d'un bien ou d'un service, mais aussi dans la mise à disposition d'un bien. Tension du marché, c'est tout de suite. La tension du marché, c'est avec Jemima Bolumbu. Bonjour Jemima. Bonjour Esther. Tu vas bien? On dirait pas. Pas fort bien. Ça va pas vraiment, mais ça va. Ça va pas vraiment, ça va. Fixe-nous, qu'est-ce qui va pas? Tu sens pas, tu vois pas comment je suis essoufflée. Tu es essoufflée, pourquoi Jemima? Vers Baramoto en tout cas, je te dis embouteillage. Et en descendant, je devais prendre des escaliers. Mbango et wapi. Je voulais prendre l'ascenseur, Jemima Bolumbu. Moi. Bon, dans ton cas du marché, Jemima, qu'est-ce que tu as pour nous?
Alors, comme la présentatrice venait de dire, beaucoup de choses entrent en jeu en ce qui concerne la fixation de prix d'un bien ou d'un service, mais aussi parfois les lieux où l'on vend. Suivez cet élément, nous reviendrons tout juste après. toteka ala wenza luza baba toteka awa toteka masangu na biso toteka wenza na biso na toteka na tout d'abord place toteka ezana bien te tala salité toteka mais to futa ba droit na biso to futa tika l'état to futa ka salongo na biso mais condition na biso eza bien te tala salité modèle oyo o nyoso ya ba typhoïde mais to ta salité ba kozwa ba mbongo mais to yebite ba condition na mbongo ngo peke na wapi to yebite tala ba condition na biso za bien vraiment te donc to oseka na l'état amona pena wenza luza o ameka kobongisela biso pe yango azula biso solution wenze oyo wa biso bana to biga kala wenze oyo to teka wa to biga na wenze na biso oyo mombungu na biso kaka yango to za mombungu biso to sala kate pa mombungu oyo mais ma condition to vivre na eza mabe wenze za mabe nyoso en placement pe eza mabe tala ne to teka na babala nyoso oyo eza ka bien te mama neti ngai oyo musala na kaka ngoyo na boko na bana kaka ngoyo bana babika kaka awa nyoso na ngai depend na kaka mombungu na kaka oyo na mombungu msute mombungu na kaka masango. Alors, comme vous venez là de suivre, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas seulement le prix qui entre en jeu en ce qui concerne les descentes faites par la rubrique tension du marché. Depuis un moment donné, nous nous sommes penchés sur la question de l'insalubrité. Nous constatons que dans plusieurs marchés, quand bien même les taxes sont payées, mais ces vendeuses sont en manque de poubelles. Et vous constaterez que dans le marché Louza, qui se situe dans la commune des Limités, précisément au quartier Mombele, ces vendeuses éprouvent un sérieux problème pour jeter le sachet ou d'autres déchets. Et voilà pourquoi elles sont en train de vendre en même temps de biens, de marchandises à manger, mais aussi, pendant ces temps, elles sont dans la poubelle. Qu'est-ce que vous préconisez, Gemma Bolumbu, pour que on quitte cet état-là, parce que après, autant on vient acheter de la nourriture, autant on achète les maladies. Oui, donc on doit trouver une solution. Évidemment. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors moi, là, j'ai viens tirer la sonnette d'alarme, précisément aux autorités depuis l'hôtel de ville, pour trouver, enfin, je dirais une solution en ce qui concerne cette situation. Parce que si à ces jours, l'hôtel de ville disponibilisait au moins 2 véhicules pour venir enlever le déchet, le saleté dans différents marchés, ça serait une bonne chose. Déjà que ces dames payent les taxes. Donc, ce n'est pas aussi également à elles encore de prendre ces saletés-là, de jeter. Oui, bah ça leur salon chaque samedi. Parce que chaque samedi, si vous sillonnez différents marchés, vous verrez que côté ka ebandaka 10h, oui. Au moment où tu comboli, ce que tu bois wapi. Parce que non seulement il y a un problème de saleté, mais aussi problème d'installation. Donc, si l'hôtel de ville pouvait se pencher sur la question en voyant comment on a différentes taxes, ou anato ba patanto ba futaka, koluka ndenge nini yako, bandako longola ba saleté, ça serait vraiment une bonne chose. Parce que à ces jours, nous payons et la nourriture et les maladies. Merci beaucoup, Je vous en prie, Esther. Alors, le message est passé. Nous demandons aux autorités du pays, les autorités compétentes, de se pencher sur la question afin de trouver une solution et préserver la vie des citoyens congolais. Alors, prenons cet élément, puis retrouvons-nous tout juste après pour découvrir le sujet du débat.
Alors, de retour sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant, mais aussi intriguant. Alors, aujourd'hui, nous allons échanger autour du sujet suivant. Violence conjugale, cause, conséquences et pistes de solution. Je répète, violence conjugale, cause, conséquences et pistes de solution. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous avons le plaisir d'avoir quelqu'un en plus, un invité qui est experte dans le domaine. Mais avant cela, hein, on va d'abord accueillir ceux et celles qui vont rester avec nous aujourd'hui. Gemma Boulumbu, tu restes avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Madame Esther Bompoko, vous restez aussi. Rebonjour. Jacques Mounene, le Iforchi. Traditionnellement, donc je dirais rester le Iforchi. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager ce plateau avec Dorcas Boalelo, qui est défenseuse du droit de la femme. Vous êtes expert en tout ce qui concerne le genre au niveau de la clinique Panzi et vous combattez aussi, vous luttez aussi auprès de ces femmes en ce qui concerne les violences conjugales. Exact. Ok. Il y a autre chose, un autre complément par rapport à votre présentation? Non, c'est bon. C'est bon, ok. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons échanger autour de cette question violence conjugale. Déjà, d'entrée de jeu, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on entend par là. D'abord, il faudrait d'abord circonscrire le cadre des violences de manière générale. Les violences à l'égard des femmes, parce que la violence conjugale, c'est une violence à l'égard des femmes. Les violences à l'égard des femmes, c'est l'ensemble des actes qui portent préjudice à la femme en raison de son sexe. C'est-à-dire que les actes que l'on pose qui portent préjudice à la gente ou au sexe féminin. C'est ça, une violence à l'égard de la femme. Et cette violence peut se manifester sous plusieurs formes. Elle peut se manifester physiquement, c'est-à-dire et là on parle des violences physiques. Elle peut se manifester psychologiquement ou émotionnellement. Là, on parle des violences psychologiques ou émotionnelles. Elle peut aussi se manifester sur le plan économique. Et là, on parle des violences économiques. Et les femmes peuvent subir cet ensemble de violences au sein de leur ménage. Et quand on voit violence physique, on voit tout ce qui est aussi coups et blessures, on voit tout ce qui est agression sexuelle, on voit aussi viol. Et donc, il y a aussi des femmes qui sont mariées, qui peuvent être victimes de violences sexuelles au sein du couple. Donc, lorsqu'on parle de ces violences conjugales, c'est vraiment seulement dans le cadre du mariage, on va dire, légal, hein, ou aussi ce qu'on appelle ici dans notre pays, Yakatofanda et tout ça. Donc, ces violences, on parle des violences conjugales dès l'instant où il y a une femme et un homme qui partagent un toit ensemble. On parle de violences spécifique de violence conjugale dès l'instant où ça se passe dans le ménage, c'est-à-dire au sein d'une famille, parce que les enfants aussi peuvent être victimes de violences domestiques et tout. Mais là, je crois comprendre qu'on est plus dans le sens où on est entre deux partenaires. Et peu importe que ça soit ce que vous appelez Yakatofanda, que nous appelons en droit possession d'état d'époux, cela demeure quand même une violence. Donc, que ça soit dans le couple, dans les Yakatofanda, que ça soit dans le concubinage, c'est aussi une violence. Merci beaucoup. Gemma Boulumbu, vous avez une question? Alors, vu que nous parlons de violence conjugale, est-ce que les femmes sont toujours victimes ou ça peut être vice-versa? En tout cas, ce qui est sûr, c'est les deux parties. Les violences conjugales, en fait, de manière générale, peuvent arriver sur l'homme tout comme sur la femme. Donc, mais si on insiste plus sur les femmes, c'est parce que les études ont montré que ce sont les femmes qui sont le plus victimes d'une part, et d'autre part, c'est parce que les hommes dénoncent de moins en moins. Alors, à ces jours, vu que les études montrent que ce sont plus les femmes qui sont victimes, est-ce qu'il y a une mise en place ou de règles aussi pour édicter dans le sens où un homme est victime? Parce que là, vous vous penchez plus sur la femme alors qu'il y a des cas d'exception. Oui, en effet. C'est comme je l'ai dit toujours. D'abord, les violences... D'abord, la violence n'est pas notre nature, elle est la violation de notre nature. Donc, à chaque fois que vous êtes en face de quelqu'un, d'une personne qui manifeste la violence, en réalité, la personne, ce n'est pas dans sa nature, c'est dans la violation de sa nature. Et comme vous l'avez très bien souligné, que les hommes peuvent aussi être victimes. Et notre réglementation, de manière abstraite,
incrimine en fait les violences de manière générale. Donc, quand on parle de l'infraction, parce que les violences conjugales s'alignent plus, surtout les violences physiques, ça s'aligne plutôt sur la ligne de coups et blessures volontaires. Et donc, la loi n'a pas précisé selon qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Donc, la loi, de manière abstraite et impersonnelle, a incriminé en général les cas. Je voudrais savoir, est-ce que dans ce cas de violence conjugale, est-ce que ces femmes, parce qu'elles sont majoritairement victimes, est-ce qu'il arrive qu'elles soient quand même la cause de cette réaction, on va dire, de leur conjoint? Arrive-t-il que parfois elles incitent un peu cette action? On arrivait aux mains. Voilà, c'est vraiment l'une des questions qui m'énerve le plus, parce que c'est exactement ça en fait, c'est que l'on reproche à la société. À la société, on dit au sala qui est nini po abetayo. Au sala qui est nini po nani au sala qui o yaebisa kiote. Alors que ce n'est pas ça en fait la cause. Moi, je ne réfléchis pas plutôt qu'est-ce que la femme a bien pu faire, parce que on peut être dans un milieu professionnel, je peux dire quelque chose que mon collègue, mon frère Jacques, qui n'accepte pas, c'est pas pour autant que Jacques va lever sa main sur moi. Connaissant le contexte, il sait que s'il fait un truc pareil, il pourrait être viré par exemple. Et il se dit que c'est pas normal. Et si déjà au niveau professionnel, il le trouve pas normal, même si je l'ai insulté, en réalité, il n'a pas le droit de lever la main sur moi. Donc, il n'y a pas des raisons, en fait, qui peuvent justifier la violence. Mais ce n'est pas pour autant que j'encourage les gens à se méconduire ou j'encourage les femmes à se méconduire. Non, pas du tout. Le problème d'éducation des gens, c'est un autre problème. Mais le problème de la violence, ce n'est pas parce qu'une personne t'insulte ou une femme fait quelque chose qu'il faudrait lever la main sur elle. Qu'est-ce qui peut emmener un homme à ce genre d'abus? Avant de laisser, bien sûr, l'occasion à Jacques de nous poser sa question, qu'est-ce qui peut emmener un homme qui dit peut-être au début de la relation, qui disait aimer celle-ci et qu'il la voulait pour la vie, puis après, il se retrouve en train de la battre, il se retrouve en train de la violenter? Voilà, ce qui emmène principalement les couples ou les auteurs à être violents envers leur partenaire, généralement, surtout dans le contexte de notre pays, c'est les pesanteurs culturels. C'est-à-dire que la personne a été élevée, éduquée et formatée, de sorte que à trouver normal la violence. Et cette conception-là, ça emmène même la femme à accepter la violence. C'est comme ça qu'il y a des études qui ont montré que sur 10 femmes, par exemple, 6 femmes considèrent normal les violences conjugales. Mais ça n'a déjà. Donc, bolingo c'est ça les pesanteurs culturels. C'est l'éducation, c'est la manière dont on élève les enfants, c'est la manière dont les parents élèvent les filles et les garçons, c'est la manière dont les filles et les garçons, les enfants observent le couple, qui fait en sorte que les gens trouvent normal la violence, alors que c'est pas normal. Au point que la femme puisse se soumettre. Par exemple. Madame Doualelo, parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie que la femme soit violentée par son mari. Déjà, vous considérez que la femme est une personne vulnérable? Non, je ne considère pas du tout que la femme est une personne vulnérable et je ne dis pas non plus qu'il n'y a aucune raison qui justifie la violence. Quand elle a parlé des causes, j'ai évoqué les pesanteurs culturels. C'est ça en fait la société, les normes de la société qui conditionnent en fait les hommes qui positionnent les hommes à une situation à être violents parce qu'ils estiment que les hommes sont plus forts, ils sont plus robustes, ils sont plus high que des femmes. Alors, malgré différentes sensibilisations, qu'est-ce qui fait en sorte que ces femmes qui sont battues ont du mal à dénoncer leur mari? C'est parce qu'elles sont trop amoureuses ou... Oui, voilà. Et là, ça entre vraiment dans les pistes de solutions. Ce qui fait en sorte que les violences conjugales ou les violences conjugales sur les femmes particulièrement persistent dans notre pays, c'est premièrement, c'est un problème d'une mauvaise politique de prise en charge, en fait. De manière générale, une mauvaise politique de prise en charge de violences conjugales dans notre pays. C'est-à-dire que il n'y a pas une forte prévention, il n'y a pas une forte répression et il n'y a pas une bonne prise en charge de survivantes
ou de victimes de violences basées sur le genre. Quand je parle de prévention, je vois la prévention au niveau de la communauté. Il y a une faible sensibilisation au niveau de la communauté sur ces questions. Et au niveau de la communauté, toujours, je parle de l'absence d'un programme scolaire qui initie les hommes à la masculinité positive et à la non-violence. Ça, c'est parmi les éléments qu'il faudrait faire, en fait, pour emmener les femmes à dénoncer. Et non seulement ça, il y a aussi, comme je l'ai dit, la prévention au niveau de notre État. Vous pouvez vous imaginer que les violences conjugales ne sont pas incriminées dans notre pays de manière expresse. Oui. Et les violences conjugales sont incriminées de manière implicite dans les coups et blessures volontaires. Alors que lorsqu'il y a une infraction, généralement, dans une peine, il y a aussi de peines accessoires. Puisque quand une femme lève sa femme, bon, à Betty-moi Sinaé, c'est tout. On l'incrimine comme un coup. Donc, il n'y a pas une loi spécifique. Il n'y a pas de répression spécifique sur les violences conjugales. Et c'est ça le plus grand problème. Et c'est ça le champ de bataille. Et aussi, comme je l'ai dit, en dernier lieu, une mauvaise prise en charge. Celles qui dénoncent, comment est-ce qu'on les prend en charge? Parce que quand celle qui dénonce, elle arrive à la police, c'est le policier qui sera là devant lui pour lui dire ma maison ma kamabolingo boyokan. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre la médiation. Non, je veux bien que les gens soient ensemble. Je veux bien que le couple reste ensemble. D'ailleurs, je suis profondément chrétienne, donc je ne peux pas m'empêcher d'encourager les gens à être ensemble. Mais lorsque nous dénonçons, nous demandons aux femmes de dénoncer, c'est pour exercer une pression morale contre les hommes ou contre les infracteurs. Madame Esther Mopoko, je voudrais réagir et puis je vous donnerai l'occasion. Je voudrais réagir par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Vous dites que il y a un problème, vous avez énoncé ici certaines raisons qui font que ces femmes ne dénoncent pas. Mais est-ce que quelquefois ces femmes, elles n'aiment pas ça? Parce qu'après, on parle du principe sadomasochisme, où il y a des femmes et des hommes qui aiment subir une certaine torture, une certaine douleur pour ressentir un certain plaisir. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui dénoncent pas parce que après Oui, et c'est exactement un tutor space que j'ai organisé où je parlais de pourquoi les femmes acceptent d'être battues. En fait, c'est péjoratif, c'est ironique, parce qu'en réalité, ce n'est pas normal. Une personne normale ne peut pas accepter la violence. Et quand quelqu'un semble accepter une violence, c'est que cette personne-là n'est pas normale. Cette personne est malade. Notre société a conditionné les femmes à accepter une situation inacceptable. Et notre société est malade, en fait. Et il faut la sauver. Parce que plus les violences existent, plus on est en train de créer des personnes non humaines. Et c'est comme ça qu'au Congo, les gens ne réagissent que par la violence. Surtout à Kinshasa, par exemple, tu peux faire une petite chose, mais la personne ne réagit que par la violence. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Parce que tout commence par la famille. Merci beaucoup, Madame Esther. Je peux ajouter à ce qu'elle vient de dire. Aujourd'hui, d'autres femmes préfèrent se taire parce que je vais dénoncer. La police peut-être interpelle le mari. Bon, arrête de frapper la femme. On rentre à la maison, qu'est-ce qu'il va lui faire? Puisqu'ils ne sont pas arrêtés. La loi aussi n'a rien prévu par rapport à ça. Il va encore les frapper. Alors la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Au lieu de dénoncer pour qu'elle me frappe encore, je préfère me taire. Mais aussi, dans ces problèmes, quand les femmes préfèrent se taire, il y a de ceux-là qui ont laissé la vie. Elle meurt, mais après, la société va dire que non, elle s'est plaignée que le mari le maltraitait, mais on n'a pas pris ça en compte. Aujourd'hui, elle est morte à cause de ça. C'est déjà je veux dire, irréparable. Donc, elle est morte, elle est partie. C'est irréparable. Elle ne va plus revenir. Donc, la société n'a pas pris en compte ce qu'elle dénonçait jusque-là. Et puis, aujourd'hui, on dit que le monde évolue. Mais ces problèmes persistent. Quelles sont les démarches que vous faites? Vous avez une association, non? Oui, en fait, la clinique Pandi pour laquelle je travaille, nous travaillons dans la prise en charge du docteur Denis Mukwege. Oui, nous travaillons dans la prise en charge de survivantes ou de victimes de violences basées sur le genre. Et quand on voit violence basée sur le genre, on voit les types de violences que j'ai citées, violences physiques, qui prend en charge violences
conjugale, violence sexuelle et tout. Et nous faisons la prise en charge holistique et nous avons le 4 paquets, c'est-à-dire nous faisons la prise en charge juridique, la prise en charge psychologique, la prise en charge médicale et la réinsertion socio-économique. Et nous le faisons gratuitement. Avant de revenir sur les actions que vous menez dans le cadre de la structure, nous allons marquer une courte pause pour suivre la vidéo, parce que nous avons été justement dans les rues de Kinshasa, nous allons essayer de voir et de comprendre, laisser la population justement dire ce qu'elle pense justement, on va dire ce qui est devenu carrément un phénomène ici en RDC. Suivant cet élément, comme ça après nous allons revenir. Alors prenons l'élément reportage qui a été réalisé sur terrain, puis retrouvons-nous tout juste après. Merci pour la question. Je peux dire que les causes, d'abord, c'est l'impolitesse, l'infidélité, et puis il y a trop de choses qu'on peut dire, mais ce que je sais d'abord, c'est l'impolitesse et l'infidélité. Et d'autres, ça peut venir avec le temps. Lorsque une femme est battue, elle peut tomber malade. En le tabassant, elle peut aussi perdre un œil. On peut les blesser un bras ou soit la jambe. Tout ça, ce sont des conséquences qu'il faut. Il y a aussi le dialogue qu'on peut mettre à la base pour que la femme ne soit pas battue. Par exemple, l'homme peut aller conseiller sa femme. Ils peuvent traiter ça en chambre pour ne pas se tabasser et puis causer calmement, montrer à la femme comment il faut répondre à son mari et à la femme aussi comment l'homme aussi peut adresser la parole à sa famille. Par exemple, l'homme ne peut pas commencer à adresser une parole méchante à sa femme en public. Hein? Là, ça peut aussi faire à la femme qu'elle puisse se fâcher, répondre ce qui peut venir selon ce qu'elle va penser. Mais ce que je demande à l'homme, c'est appeler sa femme, entrer dans sa chambre et causer, échanger ce qu'il faut faire et ce qu'il faut parler entre les mains. On divorce s'il y a un cas d'infidélité ou soit une femme qui n'écoute pas, qui ne respecte pas son mari. On peut donner des conseils de gauche à droite, mais il n'y a pas de solution. Là, l'homme aussi peut divorcer. Et on peut amener la femme à l'église, hein, appeler le pasteur pour conseiller la femme. On peut appeler des voisins pour conseiller. On peut chercher des parents pour conseiller, des parents, des frères et sœurs pour donner des pistes de solutions. S'il n'y a pas de solution, l'homme est capable de divorcer aussi. Déjà, je dirais, il n'y a pas vraiment une cause vraiment qui peut pousser un homme de... Si je réponds par rapport à votre question, si je dis qu'il y a la cause, c'est telle, ça revient à dire que c'est normal que cette personne réagisse de telle manière pour avoir reçu un tel traitement. Il n'y a aucune cause qui peut pousser un homme à réagir. Mais on peut parler aussi de manque de patience, de manque de communication dans le couple, d'une autre manière de concevoir le couple venant de votre partenaire. Et souvent, pour l'homme, c'est le manque de respect. L'homme ne supporte pas le manque de respect. L'homme veut garder le contrôle. Il y a des hommes qui aiment garder le contrôle. Pour eux, la manière de garder le contrôle. Lorsqu'un homme met la main sur sa femme, c'est un homme lâche. Pourquoi? Parce qu'un homme doit savoir se faire respecter par sa parole, par l'exemple qu'il est mon mari. Quand je me suis mariée, j'ai eu par hasard des réactions qu'on peut dire impoli, mais il ne m'a pas frappé. Il a parlé, il m'a dit que ce que tu fais ne me plaît pas. Il a parlé et je me suis recadrée. Ce n'est pas une cause. Déjà, l'homme qui bat sa femme lui-même, il est mal éduqué. Bon, déjà, vous n'aurez pas un partenaire épanoui. Déjà, quand vous avez un partenaire que vous battez constamment, vous n'aurez pas un partenaire épanoui. Vous n'aurez pas un bon modèle pour vos enfants. Vous n'aurez pas une femme épanouie. Déjà, ça. De deux, ça peut conduire à la mort, ça peut conduire à des malformations. Si, par exemple, c'est une femme enceinte, vous battez une femme enceinte, c'est pour que l'enfant... Il y a des femmes qui ont perdu des enfants comme ça. Ce n'est pas une solution en soi de battre un partenaire, parce que ce n'est pas ça qui va régler le problème. Soit vous vous séparez, soit... Déjà, il faudrait d'abord que ceux qui sont fiancés observent leur partenaire, parce qu'on dit que
la période de fiançage est une période, pardon, d'hypocrisie. Moi, je dirais oui, parce qu'il faut pousser l'homme. Vous devez voir comment il réagit lorsqu'il est en colère, comment il gère la pression, comment il gère, parce qu'il y aura toujours de pression, comment il gère la colère, comment son père traitait sa mère quand ils étaient mariés, quel est le modèle masculin que lui il a reçu. Si vous n'avez pas cette information, vous aurez beaucoup de surprises. Vous devez savoir comment il réagit et tout. Et deuxièmement, vous devrez communiquer. Quand vous communiquez avec votre partenaire, si vous êtes une femme battue, par exemple, moi je crois qu'une femme battue sait que son mari frappera encore. Moi je crois que c'est mieux de partir. Je sais que c'est peut-être lâche pour d'autres personnes, mais quand un homme commence à battre sa femme au point de la tuer, il faut partir. La piste de solution serait de divorcer. Non, la première solution, c'est discuter. Mais je dis par rapport aux fiancés, quand tu veux te marier, observe la personne que tu veux épouser. Tu mets ton autorité sur cette personne-là. Et sur cette autorité, pour lui, la seule manière d'imposer son autorité, c'est de te battre. C'est pas un homme, c'est un enfant. Les autres vont dire il faut prier, il ne sait pas ce qu'il fait, il est envoûté. Non, un homme sait exactement ce qu'il fait. C'est un grand enfant qui a sa conception des choses. Lorsqu'il vous a étudié, il sait que si vous bat, vous allez rester. Donc, il sait qui vous êtes, il vous a étudié, il a vu vos pistes, vos points de repère, votre faiblesse, et il s'en sert. Alors, trouvez votre indépendance, soit financière, soit psychologique, et foutez le camp. Oui. On ne va pas mourir parce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis la bague au doigt. Oui, partez. Vous avez certainement suivi ces éléments et l'avis des dames qui ont réagi. Je voudrais aussi que vous réagissiez par rapport à leurs propos, par rapport à ce qu'elles pensent. Est-ce que vous êtes d'accord avec elles? Après avoir entendu les femmes parler d'elles-mêmes de ces situations, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, c'est comme je l'ai dit, là, on a deux femmes. J'ai apprécié le fait qu'il ait interrogé deux générations. Je vis, il y a une génération senior, une génération montante et une génération senior et une génération junior. Et vous allez voir que le discours est pratiquement différent. Parce que au premier discours, il y a une femme qui dit que non, voilà, les femmes sont battues parce qu'elles sont impolies. C'est-à-dire que quelque part, on est en train d'incriminer la victime. C'est comme si on disait, je vous l'explique en termes plus clairs et simples. Quelqu'un qui est décédé, enfin, qu'on a assassiné, on dit, bon, baboma qui est, babomi est pour na atikala ki libanda. Non, mais ce n'est pas ça la bonne réflexion. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui a emmené la personne à le tuer ou à l'assassiner. Donc, ce n'est pas à dire que non, qu'est-ce que la femme a bien pu faire pour être battue. Non, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'auteur pour battre sa femme. Et ce qui se passe dans sa tête, c'est exactement les pesanteurs culturelles, la masculinité toxique, cette conception culturelle qui conditionne la femme à une situation d'infériorité, alors à une situation où elle devrait accepter d'être battue. Donc, voilà. Parlons de pistes de solutions cette fois-ci. Vous êtes dans une ONG et justement, vous travaillez un peu de manière à aider ces femmes. Mais que faudrait-il faire de façon très claire pour qu'on n'entende plus parler des violences et surtout pas des femmes qui se taisent alors qu'elles souffrent justement de ces cas de violence? Voilà, comme je l'ai dit, pour mettre fin aux violences conjugales dans notre pays ou dans le monde, il faut se baser sur 3 éléments. Sur, premièrement, la prévention, sur la répression et sur la prise en charge. Quand je parlais de prévention au niveau de la communauté, par la sensibilisation et par la prise en compte du cours du genre dans le programme national congolais. Je parlais de la prévention dans l'incrimination. C'est-à-dire que la loi, notre pays doit incriminer les violences conjugales nommément. Malheureusement, jusqu'à présent, les violences conjugales ou encore les violences au niveau domestique ne sont pas incriminées. Donc, l'État congolais, soit il faut voter une loi sur les violences conjugales, soit il faut l'incriminer dans le code pénal en y ajoutant dans les différents types de violences, voilà. Et comme je parle dans la répression, après avoir incriminé, il faut effectivement réprimer les auteurs. Et ensuite et enfin, comme je le disais, la prise en charge.
la prise en charge est très, très importante. C'est comme ça que nous, par exemple, à la clinique Pandi de Kinshasa, nous prenons en charge gratuitement les survivants de violences basées sur le genre. Donc, lorsque vous êtes victime de violences basées sur le genre, violences sexuelles, violences conjugales, n'hésitez pas parce que nous offrons la prise en charge juridique, la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique et nous faisons une réinsertion socio-économique. Mais ce que nous faisons comme clinique Pandi n'est qu'un appui. Ce n'est pas une substitution à l'État. L'État doit prendre ses responsabilités en main. L'État doit assurer une prise en charge effective de survivantes de violences basées sur le genre. Ça est fini pour cette émission, mais avant, avez-vous peut-être un message à lancer à quelqu'un qui se trouve actuellement à la maison, qui est violenté par son mari et qui garde un silence, ça va dire un peu trop longtemps, ou quelqu'un qui a quand même dans son entourage un membre de sa famille qui est violenté, tout le monde sait, mais personne n'agit. Un message, ça se passe par là. Le message que je dirais par rapport à cette femme qui est victime de violences conjugale, cette femme qui est victime de violences sexuelles même au sein de son couple, ce que je lui dirais premièrement qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule et nous sommes là et qu'il faudrait qu'elle dénonce. Les silences n'emmènent rien. Les silences va t'emmener à la tombe. Il faut dénoncer. Voilà. Merci beaucoup. Alors, c'était votre première fois à Congo Buzz Télévision. Comment vous avez trouvé? Ouais, j'ai aimé. J'ai aimé, je trouvais que l'équipe, elle est plutôt jeune et il y a une dynamique, il y a un dynamisme important et voilà. Merci beaucoup. Ça en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous, mesdames. Merci. Vous avez fait rayonner ce plateau. Oh là là. Oui. Énormément merci à vous, monsieur. Tu as vraiment fait rayonner ce plateau. Vous doit te dire quand même. Tu te rapproches du narcissisme. Retiens ton cœur, Jacques Mounene. Ça en est fini pour cette émission. Énormément merci à vous de nous avoir suivis. Le maître mot de cette émission est dénoncer, tout simplement. Vous êtes victime, dénoncez. Vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vit ces situations-là, dénoncez. Mais aussi, après avoir dénoncé, faites-vous prendre en charge. Et avec la clinique Pandi, c'est possible. Alors, vous voulez savoir comment vous y rendre et comment, justement, bénéficier de leurs services? Écrivez-nous. Ça nous fera énormément plaisir de faire office d'un pont entre vous et la clinique. J'ai dit énormément merci à toute l'équipe technique de Congo Buzz Télévision. Je vois là Martin Bombo, Jordi Kalonda, Bestel Luka, Jemima Pandu, Divine Kitoko, Mariamaba qui était avec nous sur plateau mais qui a cédé sa place à un moment. J'ai dit énormément merci à toute l'équipe technique qui a travaillé d'arrache-pied pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye.